As-tu déjà entendu parler de cryptographie, cryptologie et cryptanalyse? Tu souhaites savoir comment utiliser le chiffrement pour protéger tes données sensibles? Dans cette vidéo, nous verrons ce qu'est le chiffrement. Je te montrerai également comment mettre en place le chiffrement à travers quelques exemples. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi à la chaîne. Je partage généralement quelques astuces sur la cybersécurité ou sur les technologies en général. Et je poste 1 à 2 vidéos par semaine. La cryptographie permet de transformer un message clair en un message chiffré grâce à un algorithme de chiffrement. L'objectif de la cryptographie est de fournir 4 éléments: la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la non-répudiation. La confidentialité afin de garantir qu'un message est lu uniquement par une personne autorisée. L'intégrité afin de garantir qu'un message n'a pas été modifié par une personne non autorisée. L'authenticité afin de garantir qu'un message a bien été envoyé par son auteur. La non-répudiation qui veut dire que l'auteur d'un message ne peut pas refuser qu'il a envoyé un message sauf si bien évidemment sa clé privée a été compromise. La cryptologie veut dire science du secret et elle comporte 2 branches. La cryptographie que nous avons définie précédemment et la cryptanalyse qui permet d'analyser le niveau de sécurité d'un système de chiffrement. En d'autres termes, le cryptanalyste se met dans la peau d'un pirate afin de rechercher la clé privée ou rechercher le message original sans connaître au préalable la clé de chiffrement. Il existe plusieurs techniques de cryptanalyse: l'attaque par force brute, l'analyse différentielle, la cryptanalyse intégrale, etc. Dis-moi dans les commentaires si tu as besoin d'une vidéo sur la cryptanalyse. Auguste Kerkhoff est un cryptologue hollandais qui a énoncé un principe très important sur le chiffrement. En 2 mots, il a dit que la sécurité d'un système de chiffrement repose sur la capacité à bien protéger la clé. Tu entendras souvent parler de ce principe. En fait, tout ce qui est stocké sur un ordinateur peut être chiffré, par exemple un email, une vidéo, un fichier audio, un document confidentiel, etc. 2 grandes méthodes sont utilisées, le chiffrement par substitution et le chiffrement par transposition. Le chiffrement par substitution consiste à remplacer un caractère par un autre. Prenons l'exemple du chiffrement de César, utilisé par l'empereur romain Jules César. Cette méthode consiste à décaler vers la droite et d'un nombre fixe de caractères les lettres de l'alphabet. Ce nombre représente la clé de chiffrement. Si par exemple je décale de 3 caractères l'alphabet latin, A devient D, B devient E, C devient F, etc. Ainsi, le message bonjour sera chiffré par ERQMRXU et à la réception, il faut effectuer l'opération inverse pour retrouver le message original. Et bien évidemment, il faut connaître la clé. Le chiffrement de César n'est plus fiable et sécurisé car il permet d'avoir uniquement 25 clés possibles. Il existe des programmes qui permettent de trouver rapidement la clé ou le nombre de décalages. L'autre exemple de chiffrement par substitution est le chiffrement de Vigenère que je pourrais présenter dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Dis-moi dans les commentaires. La seconde méthode de chiffrement est le chiffrement par transposition qui consiste à changer l'ordre des lettres. Il existe plusieurs méthodes pour réaliser ce type de chiffrement: l'utilisation d'une citale, la transposition de colonnes, la double transposition, la méthode de Rail-Fence. Prenons l'exemple de la transposition de colonnes. Supposons que je souhaite envoyer un message rendez-vous rue Petit et supposons que j'utilise la clé lune. La longueur de la clé va définir le nombre de cellules par ligne dans le tableau de transposition. Donc ici, puisque la clé contient 4 caractères, on aura 4 cellules par ligne. Ensuite, on va associer un numéro à chaque lettre de la clé. Ce numéro correspond à l'ordre des lettres de l'alphabet. Plus tard, ces numéros vont permettre de permuter le message à chiffrer. Donc si je reprends la clé précédente lune et que je classe chaque lettre par ordre d'apparition dans l'alphabet, j'aurai E, L, N et U. Donc E est en première position, L en seconde, N en troisième et U en 4e position. Ce qui veut dire que pour l'une, j'obtiens 2, 4, 3 et 1. Je peux maintenant chiffrer mon message en utilisant ce tableau de transposition. J'ai ajouté une lettre à la fin X
pour combler le vide. Pour information, dans la transposition irrégulière, on peut laisser le vide à la place de cette lettre aléatoire. Pour obtenir le message chiffré, je vais récupérer une colonne après l'autre en suivant l'ordre des lettres de la clé de chiffrement 2, 4, 3, 1. Ainsi, on aura REX, puis RUT, puis DEI et enfin VPT. Pour le déchiffrement, il suffit de connaître la clé. Puis, pour avoir la longueur d'une colonne dans le tableau de transposition, il faut diviser le nombre de caractères du mot chiffré par le nombre de caractères de la clé. Donc ici, chaque colonne aura une capacité de 3 cellules. Ensuite, il suffit de remplir le tableau en respectant le même ordre des lettres de la clé. Le caractère X sera ignoré à la réception. Suite au chiffrement par substitution et par transposition, il y a eu quelques évolutions qui ont entraîné la naissance des techniques modernes de chiffrement. Ainsi, le chiffrement moderne repose sur le chiffrement symétrique ou cryptographie à clé secrète et le chiffrement asymétrique ou cryptographie à clé publique. Le principe est très simple, une clé secrète est utilisée pour chiffrer et déchiffrer un message. Donc l'émetteur et le destinataire se mettent d'accord sur une clé qui sera utilisée pour le chiffrement et le déchiffrement. Il existe deux catégories dans le chiffrement symétrique, le chiffrement par bloc et le chiffrement à flot. On prend un message de taille fixe qu'on va découper en blocs de petits messages de taille identique, par exemple des blocs de 128 bits, et en appliquant une clé de chiffrement sur chaque bloc, on obtient un message chiffré. Ce schéma te présente brièvement le fonctionnement de ce type de chiffrement. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que j'entre plus dans les détails. Le message est chiffré bit par bit en utilisant une clé de chiffrement. En fait, un OU exclusif est utilisé. Ce OU exclusif est aussi appelé XOR, XOR. Si ça t'intéresse, je pourrais rentrer dans les détails de ce type de chiffrement dans une autre vidéo. Plusieurs algorithmes sont disponibles, AES Advanced Encryption Standard, DES Data Encryption Standard et 3DES. Attention, la version la plus sécurisée actuellement est AES qui utilise le chiffrement par bloc. DES et 3DES possèdent quelques vulnérabilités. Nous allons réaliser quelques tests de chiffrement avec l'outil OpenSSL. Je commence par créer un fichier, ensuite là je t'affiche son contenu. Et pour chiffrer les fichiers exple.txt avec AES 256 bits, j'utilise cette commande. Puis je définis la clé de chiffrement. Et pour l'instant, on va ignorer le warning. Je reviendrai dans une autre vidéo sur le PBKDF2. Et enfin, je t'affiche le contenu du fichier chiffré. Pour déchiffrer le fichier exemple-ch.txt, j'utilise cette commande. Et ensuite, voici le contenu du fichier déchiffré qui correspond bien à notre fichier original, exemple.txt. La difficulté du chiffrement symétrique est le partage de la clé. En effet, il faut trouver un moyen pour partager la clé sans qu'elle ne soit interceptée par un pirate informatique. Le chiffrement asymétrique ou la cryptographie à clé publique peut permettre de partager la clé utilisée dans le chiffrement symétrique. Le principe du chiffrement asymétrique est simple. Deux clés sont utilisées, une clé privée et une clé publique. Les deux clés sont liées. Je prends un exemple où Alice veut envoyer un message confidentiel à Bob. Bob génère une paire de clés, une clé privée et une clé publique. Ensuite, Bob va envoyer sa clé publique à Alice, par exemple via une infrastructure de gestion de clés ou via PGP. Dis-moi dans les commentaires si tu veux une vidéo sur ces deux sujets. Ensuite, Alice chiffre le message avec la clé publique de Bob. Si le message est intercepté par Charlie, qui serait par exemple au milieu entre les deux, il ne peut pas déchiffrer parce qu'il n'a pas la clé privée de Bob. Dès que Bob reçoit le message, il peut déchiffrer avec sa clé privée. RSA avec une taille de clé d'au moins 2048 bits, les clés à 1024 bits sont vulnérables. Le chiffrement à courbe elliptique, en anglais tu verras souvent ECC ou Elliptic Curve Cryptography. Le principal avantage de ce chiffrement par rapport à RSA est qu'il consomme moins de ressources et utilise des tailles de clés qui sont très petites. Autre exemple d'algorithme, DSA et Diffie-Hellman.
Dis-moi dans les commentaires si tu souhaites que je détaille le fonctionnement de ces algorithmes. Nous allons générer une clé privée et une clé publique grâce à OpenSSL et l'algorithme RSA. Supposons que je suis Bob. Pour générer une clé privée de 2048 bits, j'utilise cette commande. Ensuite, j'affiche le contenu du fichier généré avec la commande cat. Comme son nom l'indique, une clé privée ne doit jamais être partagée. Je te montre le contenu ici juste pour l'exemple. Puis, pour générer la clé publique liée à la clé privée générée précédemment, j'utilise cette commande. Et là, je t'affiche le contenu du fichier généré. Ensuite, je peux, par exemple, partager cette clé publique avec Alice qui va chiffrer le message qu'elle m'envoie avec cette clé publique. Dans mon exemple, pour simplifier les choses, je fais tout sur le même PC. Ensuite, je t'affiche le contenu du fichier chiffré. Et pour déchiffrer le message, Bob utilise sa clé privée, comme tu peux le voir ici. Donc là, tu peux voir que le message est bien déchiffré et qu'on retrouve le message initial qui avait été envoyé par Alice. Nous terminons notre présentation par la fonction de hachage qui est généralement utilisée pour vérifier l'intégrité d'un fichier ou bien utilisée pour la signature numérique. Le fonctionnement est très simple. L'algorithme de hachage prend en entrée un message en clair, puis génère en sortie une donnée unique, aussi appelée empreinte numérique ou hash. À partir de l'empreinte numérique, il n'est pas possible de revenir au message initial. C'est le caractère irréversible d'une fonction de hachage. Une bonne fonction de hachage ne doit pas avoir de collision. Ce qui veut dire que si je prends deux messages différents M1 et M2, je dois toujours obtenir deux empreintes numériques différentes. Il existe plusieurs algorithmes de hachage, MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-3, SHA-512. Attention, MD5 et SHA-1 ne sont plus utilisés car vulnérables. Nous allons générer une empreinte numérique grâce à la commande SHA-256-SUM qui utilise donc l'algorithme de hachage SHA-256. Je commence par créer un fichier avec les commandes echo et le caractère supérieur. Je génère l'empreinte numérique. Si on modifie une seule lettre dans le fichier données.txt, tu peux constater que l'empreinte générée est différente de la précédente. Les fonctions de hachage sont aussi utilisées pour le stockage des mots de passe dans une base de données. Une application qui est bien développée ne doit pas stocker les mots de passe en clair. Allez, un dernier exemple. Lors du téléchargement d'applications, certains sites proposent la valeur de l'empreinte numérique et dès que tu télécharges l'application, tu peux générer l'empreinte et comparer le résultat avec l'empreinte qui est publiée sur le site de l'éditeur. Comme ça, si tu sais que s'il y a une différence, ça veut dire que le fichier a été modifié pendant le transport et qu'il est peut-être corrompu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Abonne-toi à la chaîne si tu souhaites recevoir quelques astuces sur la cybersécurité ou sur les technologies en général. Et dis-moi dans les commentaires si tu souhaites avoir plus de détails sur le chiffrement. À bientôt.